quand on est stressé de façon chronique, on perd 66% de ses capacités cognitives. Dans ce nouvel épisode de Discussion au coin d'un café. D'ailleurs, on a notre café, effectivement. Oui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie. Alors, Sophie, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour Juliette, d'abord merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous. Moi, ce que je suis dans la vie, je suis maman déjà, une heureuse maman, et puis je suis une professionnelle. Donc professionnelle de santé au départ, j'ai été pendant très longtemps infirmière et aujourd'hui je suis sophrothérapeute et je suis spécialisée dans la gestion du stress. D'accord, donc tu utilises sophrothérapeute, tu utilises la sophrologie. Alors avant d'expliquer un petit peu ce que c'est la sophrologie, pour ceux qui ne savent pas, tout le monde ne connaît pas ce que c'est la sophrologie, petit teasing, tu n'utilises pas seulement la sophrologie, tu utilises d'autres techniques. Effectivement, alors la sophrologie est au cœur de ma pratique, mais j'ai aussi appris beaucoup des neurosciences, justement par rapport au stress, parce que j'ai trouvé ça très intéressant et que ça complétait beaucoup ma formation en sophrologie. J'utilise aussi de l'EFT, de la méditation, des techniques de respiration, bien entendu. Ok. Et du coaching. Et du coaching. Eh ben un beau panel que tu mets justement à disposition des personnes pour les aider dans le stress. Parce que justement, dans cette vidéo, on va parler de stress. Hein. C'est quelque chose qui nous influence, qui nous piège tous. Oui, énormément dans cette vie occidentale, dans ce monde moderne, comme on dit. Exactement. Alors, du coup, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans la partie stress, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la sophrologie? Oui, bien sûr. Alors, la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle. Donc, ça veut dire qu'au cœur de la pratique, il y a vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est très très important parce que surtout dans nos sociétés occidentales, on vit beaucoup dans notre tête, je pense que tout le monde va remarquer. Et puis le corps il a plus qu'à suivre quoi. C'est un peu un instrument de notre vie, mais on est là dans notre tête et finalement on est rarement conscient de notre présence à l'intérieur de notre corps. Donc vraiment au cœur de la sophrologie, il y a toujours ce lien corps-esprit qui est vraiment central. Donc ça c'est très important. Et dans la sophrologie, on va utiliser la respiration. C'est vraiment la base de beaucoup d'autres pratiques. Donc la respiration, on va utiliser également le relâchement musculaire. On va apprendre à relâcher notre corps et également la visualisation. Alors la visualisation, on n'utilise que des choses naturelles, c'est-à-dire que notre organisme est déjà capable de faire, on est déjà programmé entre guillemets pour toutes ces choses-là. Simplement, là on va y mettre de la conscience et on va apprendre à les utiliser de façon consciente et surtout de façon bénéfique pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour notre bien-être et notre santé. Donc la visualisation, c'est ce qu'on utilise sans s'en apercevoir, un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. On l'utilise tout le temps à longueur de journée finalement, c'est ce petit film qui passe dans notre tête. Donc quand on a des pensées, souvent on se dit des choses, donc la petite voix qui parle dans notre tête, mais on voit aussi, on se crée des images. On a une petite tendance à créer des images négatives. Et voilà, c'est ça, j'allais y venir, tu as tout à fait raison, on se crée beaucoup de véritables scénarios négatifs. On devient des créateurs de films incroyables. Extraordinaire. Du Hollywood. Voilà, c'est ça. Mais c'est le film d'angoisse plutôt en général. Donc voilà, donc nous en sophro, on va utiliser cette capacité à visualiser, mais dans le positif bien sûr. Et ça va pas être juste voir des choses, créer seulement des images. Si ça nous impacte quand on le fait de façon inconsciente, c'est parce qu'il y a des émotions reliées à ces images. Donc on va créer des images positives avec les émotions qui vont avec. S'il n'y a pas les deux, ça marche pas. Donc pour des personnes qui ne connaîtraient pas très bien, quelle est du coup la différence avec la méditation par exemple? Parce que tu parlais de respiration, de visualisation, on en a aussi avec la méditation. Donc qu'est-ce qui différencie la sophrologie de la méditation?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, la sophrologie, elle a été créée par un médecin neuropsychiatre espagnol dans les années 60 qui s'appelle Alfonso Caicedo, enfin qui s'appelait parce qu'il a dû nous quitter dans 2017, je crois, par là. Et à l'époque, dans les années 60, il était pas totalement satisfait des soins qu'il pouvait apporter à ses patients en psychiatrie. Donc c'est né dans la médecine, la sophrologie au départ. Et donc il a fait des recherches sur tout ce qui était philosophie orientale. Pas que, hein, il a beaucoup étudié la philosophie aussi, mais... Donc, dans les philosophies orientales, ben, il a pris sa valise et il y est allé. Hein. Donc, il s'est formé auprès de maîtres yogis. Donc, il y a des exercices, si vous connaissez le yoga, qui s'apparente, hein, on reconnaît la patte du yoga. Auprès également de maîtres zen, donc au Japon. Et je te coupe parce que pour ceux qui ne savent pas, le yoga fait partie de la méditation en fait, ou c'est l'inverse? C'est une préparation, le yoga est une préparation à la méditation en général, oui. Et donc différents types de méditation. Donc le yoga c'est plutôt l'Inde, la méditation zen c'est le Japon et la méditation tibétaine auprès de moines tibétains. D'accord. Et en fait, je trouve que son grand génie, c'est d'avoir fait une synthèse de ses connaissances de scientifique occidental avec ses méthodes orientales, dont il a en fait extrait toute spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir en sophrologie, mais dans la méthode qu'il propose, c'est une méthode... Lui n'a pas besoin de ça pour... Voilà, c'est ça. Et il a adapté cette synthèse à l'homme occidental. D'accord. Oui, donc c'est un beau package très complet en fait. Oui, ça touche toutes les sphères de notre vie en fait, la sophrologie. On va y parler de valeurs par exemple. Ah, oui, très complet, très intéressant. Ouais. Alors du coup, en quoi finalement cette méthode de sophrologie nous aide avec le stress? Peut-être, avant de répondre à cette question, peut-être qu'on peut définir ce que c'est le stress. Oui, je crois que ce serait une bonne chose parce que finalement c'est un mot extrêmement galvaudé. On parle de stress à tout va. Alors j'aimerais dire une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'au départ, le stress n'est pas notre ennemi. C'est naturel. Oui, c'est même une protection, le stress. C'est une protection, absolument. C'est la capacité de notre organisme à s'adapter à l'environnement extérieur. C'est-à-dire que dès que l'on sent qu'il y a un danger, alors il y a toute une cascade de réactions physiologiques à l'intérieur de notre corps. On va passer sur les détails, ça c'est pas tellement d'importance ici, mais qui va nous permettre de se préparer à la fuite ou au combat, donc à s'éloigner du danger de toute manière, hein, voire à se figer, hein, si vraiment on ne peut ni combattre, ni combattre. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, sauver la vie. Donc le stress au départ, c'est sauver la vie, hein, en s'adaptant à l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas notre ennemi, mais ça n'est pas fait pour le long cours. Ça doit être ponctuel et ensuite l'organisme revient au calme. Pourquoi cette remise au calme est si importante? C'est parce que c'est pendant cette remise au calme que le corps va pouvoir réparer, construire ou reconstruire ce qui a besoin d'être fait. Comme dans le sommeil par exemple, hein, le sommeil est très important parce qu'il permet à l'organisme d'éliminer ce qu'il y a à éliminer, de construire ce qu'il y a à construire ou de réparer ce qu'il y a à réparer. Et donc cette phase de retour au calme est extrêmement importante. Or, dans nos sociétés modernes, on enchaîne stress sur stress. Et là, je peux aller un peu plus loin si tu veux. C'est-à-dire que la partie émotionnelle de notre cerveau, ça c'est très important à comprendre aussi, ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. C'est pour ça que quand on regarde un film et qu'on est pris dans l'histoire, on va sursauter ou on va avoir la larme à l'œil, alors que consciemment, on sait que c'est une fiction. Mais le cerveau émotionnel, lui, ne le sait pas. Donc, quand on se fait des images dans notre tête, c'est exactement la même chose. Notre cerveau émotionnel réagit de la même façon, hein, que si c'était vrai, que si c'était là réellement, ça se passait devant nous. C'est-à-dire que quand on imagine que, je sais pas moi, mon entretien d'embauche va mal se passer, que je vais perdre mes moyens, etc., je crée de l'anxiété parce que dans mon cerveau, c'est en train de se dérouler.
pour de vrai, entre guillemets. Oui, c'est souvent ce que je dis entre la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, c'est je suis sur le point de passer mon entretien d'embauche et je suis à excès, j'ai les mains qui tremblent, et l'anxiété, c'est je suis chez moi en train de penser Oui, c'est une projection. à mon entretien d'embauche, mais je vais avoir exactement les mêmes symptômes à la même intensité que si j'étais réellement en train de passer la porte. Oui, parce que toute cette partie de notre cerveau va nous faire sécréter les mêmes hormones de stress en même quantité, et donc on va avoir exactement les mêmes symptômes, tu as tout à fait raison, que si on était en train de vivre l'événement là sur le moment. D'accord, donc ce phénomène de stress, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu l'expliques, c'est une réaction mécanique, en fait, dans notre corps. Oui, physiologique, c'est ça. Voilà, physiologique, qui fait que, hop, c'est pour nous protéger, et donc tu as parlé d'hormones, et donc, en fait, on vient sécréter 2 hormones. Oui, on sécrète de l'adrénaline, que tout le monde connaît, et du cortisol, qui commence à être un petit peu mieux connu maintenant. Et c'est même chose, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Parce que, par exemple, le cortisol, on en sécrète tous les matins, très tôt le matin, pour passer de la phase de sommeil profond à l'éveil. On en a besoin. Et on en a besoin aussi pour combattre. Oui. On dit que c'est l'hormone de la colère, le cortisol. Bon. Mais on est rarement quand même dans des situations où on doit sauver notre vie réellement d'un danger de mort là, imminent. Oui. Voilà. Et pourtant, comme cette partie de notre cerveau ne fait pas la différence, eh bien on va sécréter exactement la même chose, dans les mêmes quantités, dans les mêmes proportions. Et avoir exactement les mêmes réactions. C'est pour ça que parfois on va dire je suis à fleur de peau, parce qu'en fait on n'est pas redescendu. Le cortisol, on met 6 heures à l'éliminer. Oui. En plus, il va remonter au cerveau, il va venir détruire certaines cellules du cerveau, etc. Donc, qui jouent dans la mémoire, par exemple. Donc, voilà pourquoi quand on est stressé, on a moins de mémoire. D'accord. Par exemple, c'est des petites choses. Bon, voilà, le cortisol, ça crée des fringales, donc aussi. Donc, voilà pourquoi aussi on a faim. On a l'impression d'avoir tout le temps faim quand on est stressé. Bon, et qu'on va grignoter. Voilà. Ça permet de comprendre comment on fonctionne. Et à partir de là, au lieu de se lamenter ou de se cogner contre le mur en disant mais je comprends pas, ou de se flageller en disant mais non mais je suis incapable de faire ceci, ou je suis incapable de m'en tenir à mes résolutions, de moins manger par exemple, ou de faire du sport ou je sais pas quoi. Ça permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et du coup de poser les bonnes actions. Parce que se fouetter en disant non mais vraiment je n'ai aucune volonté par exemple, ça sert pas à grand chose quoi. Non, ça, je pense que ça empire plus la situation. Voilà, ça nous prend plus d'énergie et finalement. Et donc si au départ le stress c'est un phénomène de survie face à un danger de mort, pourquoi est-ce qu'on est si stressé Qu'est-ce qui fait qu'on est si stressé du coup? Alors qu'on n'est pas face à une falaise, on n'est pas face à un ours qui va nous tuer tous les jours. Enfin, alors oui, peut-être qu'on fait une rando, mais enfin chez nous on est moins confronté à ça quand même. Ouais. Alors c'est aussi une très très bonne question, Juliette, parce que en fait il peut y avoir le danger de mort effectivement, mais notre ego peut aussi se sentir menacé. Et quand l'ego est menacé, ça fait exactement la même chose en fait en réaction de stress. D'accord. Donc c'est pour ça que la confrontation, je parlais tout à l'heure d'un rendez-vous professionnel, eh bien ça va faire la même chose parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais faire face, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, enfin toutes ces questions qui touchent à l'ego. D'accord. Donc ça c'est vraiment un ingrédient du stress, c'est l'ego menacé. L'ego menacé, d'accord. La nouveauté aussi en fait partie. Ah oui, parce que l'ego, il aime pas trop la nouveauté. Ouais, alors la nouveauté, l'ego menacé, qu'est-ce qu'on a encore? On a quelque chose sur laquelle on perd le contrôle. On n'aime pas ça non plus en tant qu'humain, perdre le contrôle surtout. Donc, si dans une situation où on n'a pas ou très peu de contrôle, ça déclenche le stress également. D'accord, aussi. Ou quelque chose qui va survenir vraiment impromptu, on n'aime pas non plus. Oui, donc la surprise. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Finalement surprise. Donc ça, c'est les 4 ingrédients qui vont déclencher. Alors c'est amusant parce qu'il y a eu
amusant, intéressant aussi. Il y a eu des études qui ont mis ces ingrédients-là en lumière. Ça s'est passé à l'Université de Montréal, dans un laboratoire où on étudie justement le stress humain. Et ils ont appelé ça le ciné, pour s'en souvenir, hein, donc le contrôle, l'imprévisibilité. Alors je me rappelle plus des lettres exactement, mais bon, ça fait ces 4 ingrédients dont on a parlé. Ça fait notre cinéma. Ça fait notre cinéma. Et alors ça, c'est la même chose pour tous les êtres humains sur la Terre, hein. Il n'y a pas de question sociale, il n'y a pas de question ethnologique, il n'y a pas de question religieuse, d'âge, de féminin ou de masculin. C'est pour tous les êtres humains les mêmes ingrédients du stress. Et pourtant, est-ce qu'on n'est pas plus stressé dans les sociétés occidentales que... Oui, sans doute, mais parce qu'il y a cette façon de voir la vie, de se considérer dans la vie qui est différente. Et du coup, je pense que c'est au niveau peut-être de la projection que ça change, par exemple. Il y a certainement d'autres facteurs. Mais en tout cas, il me semble, moi, que cette façon de se projeter tout le temps dans l'avenir ou de ruminer tout le temps le passé, c'est une façon de faire qui est quand même très occidentale, qu'on trouve moins en Orient, par exemple. D'accord. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que j'ai vu qu'on pouvait être addict au stress. Comme on peut être addict au sucre, addict à l'alcool, addict au tabac, et ben on est addict au stress. Oui. Alors si c'est quelque chose qui, d'accord, au départ nous protège, finalement on se rend compte que à excès ça peut nous nuire, comme tu nous en as parlé, et en fait on y serait addict. Oui. C'est une notion où on se dit addict. Oui, addict, oui. Comme le tabac, remarque, hein, donc on sait que c'est pas bon et pourtant on peut être addict au tabac quand même. Oui, par exemple. Mais comme c'est quelque chose de naturel dans le corps, un phénomène naturel, comment on peut y être? Comment créer une addiction? Parce que on pense souvent à une addiction à un élément extérieur, comme du sucre, du tabac ou autre drogue. Mais en fait, pas que les drogues, d'ailleurs, on peut être addict à acheter des chaussures, mais... oui, tout à fait, l'achat compulsif, oui. En fait, c'est parce que, donc, quand le stress se déclenche, parce qu'on a sécrété de l'adrénaline. Si on a plusieurs fois des stress qui se succèdent, en fait, on va créer plus de récepteurs à l'adrénaline, d'accord? Et donc, plus on crée de récepteurs, plus il va falloir qu'on donne de l'adrénaline à ces récepteurs pour qu'ils soient comblés. En fait. Il faut la dose, il faut sa dose. On dit souvent, il y a des gens, on dit, lui ou elle, de toute façon, elle marche à l'adrénaline. Et en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est bon, on a vu. On a vu. Tosca. Et oui, mais on sait. Oui, on sait, mais c'est pas chez nous, c'est pas chez nous, c'est bien. Allez, coucher, c'est bien. Et comment on peut savoir si on est addict ou pas au stress? Je pense en fait que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'en aperçoivent, alors pas forcément de leur addiction au stress, ils vont pas forcément exprimer ça comme ça, mais parce qu'ils vont être allés, comme on dit, au bout du bout. C'est-à-dire que c'est des gens qui, comme moi il y a des années, on se confronte à un burn-out avant de se dire je suis allé trop loin. Ou bien à l'occasion d'une maladie malheureusement, parce que maintenant on sait quand même que 90%, plus de 90% de nos maladies sont liées à la base à trop de stress chronique. Moi je fais toujours la différence entre le stress aigu à un moment clé et puis le stress chronique, donc celui qui devient fréquent et un peu tous les jours, quoi. Donc c'est souvent comme ça qu'on s'en aperçoit. Entre-temps, si on écoute un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, on peut se rendre compte quand même de perturbations. Perturbations dans le sommeil, ou perturbations dans la façon de manger, ou perturbations aussi dans notre communication. On va devenir comme plus épidermique, on va être beaucoup plus réactionnel ou réactif. Oui, réactif. Ou bien on va avoir envie de se replier, de ne pas voir de gens et tout ça. Ça, c'est notre système nerveux autonome. D'accord, donc le déséquilibre. Le système nerveux autonome, c'est quand le stress est en place? Non, le système nerveux autonome, en fait, il existe en nous.
Hein, c'est le système nerveux qui régule toutes les fonctions de notre organisme et aussi d'ailleurs l'expression de notre visage, les petits muscles qui jouent sur l'expression de notre visage. D'accord, donc c'est une partie de notre corps qui gère certaines choses. D'accord. Oui, absolument. Et donc dans ce système nerveux, on a comme un accélérateur, celui qui va déclencher les réactions de stress. D'accord. Et un frein, celui qui va nous permettre de revenir au calme. D'accord. Il faut l'équilibre entre les deux. C'est toujours une question d'équilibre. Ok. Donc on est déséquilibré dans la vie forcément parce qu'on est confronté à toutes sortes de choses, c'est normal, ça s'appelle la vie. Il ne s'agit pas d'essayer de vivre sous un globe de verre. Hein. Non, la vie va nous déstabiliser. Et comment je reprends mon équilibre? Mais il faut réussir à revenir en fait à cet équilibre. On pourrait se demander pourquoi. Alors oui, il y a effectivement des symptômes négatifs, on a parlé qu'on peut arriver jusqu'à la maladie, oui. Mais il y a aussi quelque chose qui... Alors moi qui ne suis pas experte du stress dans mes connaissances du stress, c'est vrai que je le vois un peu comme ça, que quand en fait il y a deux bonhommes en nous en fait. Il y a le bonhomme du stress qui du coup va être en mode état de survie. C'est-à-dire qu'on va réduire beaucoup de choses pour que ce soit l'état de survie. Oui. On diminue au maximum... j'essaie de trouver un exemple, mais je ne trouve pas de... Tout ce qui ne sert pas à la survie. Ouais. Et ça, on n'écoute que ça. Oui. Et du coup, on n'a pas de place à l'épanouissement, à la réflexion, parce que tout ça ne sert pas à la survie. Exact. Et par contre, quand on passe dans l'autre bonhomme, qui est le bonhomme au calme, et ben là justement, c'est bon. On n'est plus en mode survie en fait. C'est comme le château. Oui, voilà, c'est ça. On a fermé en fait en mode stress, on a fermé le pont-levis, on a tout barricadé, on peut plus aller sortir faire son marché parce que c'est trop dangereux. Et tandis que, hop, là, on repasse en château ouvert et tout va bien et on a la place d'aller faire son marché ailleurs, d'aller échanger. Oui. Et du coup, de réfléchir, Oui, absolument, c'est ça. C'est-à-dire que les réactions physiologiques qui sont déclenchées par l'adrénaline, par exemple, c'est tout ce qui va nous permettre de nous sauver la vie. C'est pour ça qu'on a le cœur qui bat plus vite, c'est pour ça qu'on va se mettre à transpirer, parce que si on court, il va falloir rafraîchir notre organisme de façon à rester toujours à peu près à 37 degrés, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses. Le foie va sécréter du sucre pour que justement les muscles puissent être nourris, etc. En revanche, tout ce qui ne concerne pas cette sauvegarde de la vie va être comme chanté. Et c'est-à-dire que par exemple, tout notre cortex ici qui nous sert à réfléchir, le cerveau logique, la réflexion, la projection, etc., constructive, va être chanté. C'est comme si on coupait le circuit électrique à ce niveau-là. Et donc, quand on est stressé de façon chronique, par exemple, on perd 66% de ses capacités cognitives. C'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on ne trouve pas de solution. On voit bien que chez quelqu'un qui est stressé au long cours, qui est anxieux, il va y avoir une réduction, en fait, de sa capacité à se concentrer sur des choses. C'est-à-dire qu'il va être concentré uniquement sur ses problèmes. Il n'y a plus cette ouverture à la solution. C'est pas possible parce qu'on ne peut plus imaginer de solution, on ne peut plus projeter de solution, on ne peut plus réfléchir de façon logique, etc., etc. Et c'est pareil, le système digestif aussi est chanté. C'est pour ça qu'on a si mal au ventre, par exemple. D'accord. Parce qu'on favorise... L'organisme va favoriser au niveau du sang, l'afflux de sang qui va aller nourrir notre corps, etc. Il va favoriser par exemple les muscles parce qu'il va falloir courir, il va favoriser le cœur, la respiration, etc. Donc, un détail mais que je trouve plutôt amusant parce qu'il faut bien parler de choses un peu amusantes quand même. Et c'est pas toujours amusant d'ailleurs. Mais de la même façon que notre système digestif est un peu mis à l'écart, notre système reproducteur aussi, donc chute de la libido. Donc, parce que c'est quand on a notre vie à sauver, c'est pas le moment d'aller compter fleurettes quoi, et de vouloir s'accoupler, c'est le temps de courir. Donc, voilà. Si vous voulez de la libido, pas de stress. Oui. Ah, une autre petite chose aussi, c'est que dans les hormones du calme, il y a la DHEA. Hein, et c'est cette hormone anti-vieillissement. Alors, si vous voulez pas vieillir trop vite, relaxez-vous.
Avant de parler justement de comment on peut se relaxer pour justement se défaire de ce stress chronique, une petite chose intéressante sur l'addiction du stress. Moi, des fois, je me suis rendu compte en fait que j'étais addict au stress. Alors du coup, je suis sur le dossier. Hein. Quand je voyais qu'il y avait, par exemple, si j'étais à un moment calme dans ma vie, tout va bien. Il n'y a rien de particulièrement stressant et j'ai l'impression que mon cerveau est en train de chercher une situation. Il est là. Alors, c'est ça. Non, ça c'est pas stressant. Ben non, là il n'y a pas de stress. Oui. Ah, voilà, le pot de fleurs. Et ben voilà, je suis stressée par le pot de fleurs. Mon cerveau est à chercher quelque chose comme pour justement lui fournir sa dose d'adrénaline, comme tu l'as dit tout à l'heure. On dit souvent qu'on a l'impression de voir tout le temps le verre à moitié vide, par exemple, ou qu'on a un petit nuage noir au-dessus de la tête, qu'on voit tout. Et donc, bon, là, ça, c'est une façon de réfléchir aussi, qui correspond à ça. Oui, il faut comprendre que notre cerveau, c'est un détecteur de menaces. C'est un détecteur de menaces. C'est pas moi qui le dis, c'est dans ce fameux laboratoire avec Sonia Lupien, qui est la professeure qui est directeur de ce laboratoire à Montréal sur le stress humain. Et elle explique ça très bien, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux. Notre cerveau est fait pour maintenir la vie. D'accord. Mais rien ne nous empêche d'être heureux. Mais rien ne nous empêche d'être heureux, absolument. Ça, c'est sûr. Mais à l'origine, voilà, on est câblé, entre guillemets, pour pouvoir se maintenir en vie. Du coup, dans un monde qui n'est pas plus stressant que ça, notre cerveau, c'est déjà un détecteur de menaces. Hein, c'est-à-dire qu'il va toujours être à l'affût. Par exemple, si tu es en train de lire un bouquin qui pourtant te captive, ou si tu es en train de remplir un dossier très important pour toi, tu es complètement bien concentré, focalisé sur ce que tu as à faire, tu entends un bruit suspect, tu vas plus pouvoir te concentrer. Il va d'abord falloir que tu te rendes compte de ce qui a fait ce bruit-là. Absolument. Tu vas dire non, c'est rien, je reviens. Mais non, ta concentration... Oui, si tu as entendu le bruit, c'est perdu, il faut aller le voir. Parce que le cerveau est un détecteur de menaces. Donc voilà. Imaginons maintenant que nous sommes dans une période de stress chronique, comme on a vécu ces 3 dernières années avec des catastrophes qu'on nous répète autant comme autant, et tu peux pas ouvrir un journal, ouvrir une radio, une télévision sans qu'il se passe quelque chose de mauvaises nouvelles. Du coup, on est en stress chronique. On ne le sait pas pour la plupart d'entre nous, mais la réalité c'est ça, c'est qu'on est en stress chronique. Du coup, le cerveau, c'est plus un détecteur de menaces, c'est un super, hyper, méga détecteur de menaces. Et du coup, au lieu d'être juste attentif, sans arrêt, quand même, hein, mais attentif à ce qui pourrait subvenir, qui pourrait être dangereux pour nous, il va aller rechercher la petite bête. Il va aller chercher partout. Oui, pour être sûr. Pour être sûr de ne rien louper, parce que c'est comme s'il se disait, oh là, mais il se passe quelque chose de très grave, il faut que je redouble de vigilance. D'accord. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que il se passe le phénomène que tu as décrit tout de suite, ou bien que la moindre petite anicroche va nous sembler une montagne à surmonter. Et alors du coup, malgré effectivement que ce qu'on peut voir dans les médias, dans les journaux, ou même en se baladant dans la rue, nous crée du stress, alors on peut réduire notre temps de télévision, mais il faut bien qu'on sorte de chez... Je conseille vivement. Moi aussi, bon, vrai. Mais parce que sinon on maintient en plus ces informations et donc ce stress. Mais il n'empêche que voilà, on peut sortir dans la rue et être confronté à des situations stressantes et on va pas arrêter de sortir de chez soi. Non, surtout pas du pas. tout. Non, et donc du coup, objectif. Qu'est-ce que toi tu conseilles? En fait, moi je vois un peu notre capacité à encaisser le stress, en fait, comme on peut le voir comme un vase ou une jolie amphore. On se rend compte que dans la journée, donc, et au cours des journées successives, on remplit, en fait, ça s'accumule comme des strates. Et donc, à un moment donné, il faut vider. Faut vider cette amphore. D'accord. D'accord. Donc, l'objectif, ça n'est pas de vivre comme un ermite dans sa grotte au fin fond de je ne sais quelle campagne, mais c'est de prendre conscience de ce qui se passe en soi,
de nos réactions, de notre corps qui nous parle. Ça, c'est très très important. Au fur et à mesure de se dire, bon bah là, stop, j'ai besoin de vider ce stress-là. Sinon, je ne vais pas pouvoir aller au bout. Parce que ce qui se passe, par exemple, dans un burn-out ou dans des maladies qui se déclenchent, c'est parce que le stress, en devenant chronique, bon, déjà, c'est un système qui est déséquilibré, comme on a vu tout à l'heure, puisqu'il n'y a plus de retour au calme. Donc, c'est un système qui est déséquilibré. Et en étant déséquilibré, puisqu'il fait appel à plein de fonctions différentes dans notre organisme. J'ai parlé tout à l'heure du foie avec le sucre, donc la glycémie. On a parlé des battements cardiaques, puisque le cœur s'accélère, etc., etc. Ça touche à vraiment la physiologie entière de notre corps. Du coup, il va, en se maintenant tout le temps, entraîner avec lui, comme un système domino, tous les autres systèmes de régulation du corps. Et c'est pour ça que la maladie apparaît. D'accord. Donc c'est vraiment important de se dire, voilà, je vis dans... Et puis même si on vivait au fin fond d'une forêt, il peut toujours arriver quelque chose, la foudre peut tomber, un animal sauvage peut surgir. Bon, ça s'appelle juste la vie en fait. Il ne s'agit pas de ne pas se confronter au stress. Non, c'est naturel, mais c'est réduire le côté nocif. C'est ça, exactement. Et pour ça, eh bien... il suffit, c'est une façon de parler bien sûr, mais il faut s'entraîner à vider régulièrement en fait le trop plein. Il faut vider, il faut vider. Et ça, on peut utiliser des techniques comme la sophrologie par exemple. Oui. Mais alors, bon, pour tes auditeurs, il y a une technique très très simple, encore plus simple que ça. C'est que le stress se met en place, les réactions physiologiques de stress se mettent en place pour donc courir, pour nous sauver. C'est-à-dire que l'organisme met à notre disposition de l'énergie. Et si on est simplement stressé parce que nos collègues de bureau sont pas sympas avec nous, il est bien évident qu'on va pas se mettre à courir pour autant, ou on va pas aller leur taper dessus non plus. Ça serait pas très adapté. Du coup, cette énergie-là, elle est en nous. Oui. Et donc, une des façons logiques et la plus simple au monde de se débarrasser régulièrement de son stress, c'est de bouger. D'accord. Donc faire une activité sportive ou juste marcher en fait. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas besoin d'une heure de sport. Il n'y a pas besoin d'une heure d'activité physique. Moi, je préfère parler d'activité physique que de sport parce qu'il y a des fois des gens, on leur dit sport, ils font oh c'est pas pour moi. Donc bon, juste bouger en fait. Et à partir de 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà très bon. D'accord. Donc on peut aller marcher autour de son quartier, voilà, ou aller se faire une balade. Alors dans la nature, ça, pour d'autres raisons, ça nous fait encore plus de bien. Ça peut être, je sais pas, il pleut, vous mettez de la musique, vous mettez vos écouteurs si vous êtes en appartement, vous vous mettez à danser comme un dingue, comme une dingue, et voilà. Ça... Personne nous regarde, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Ou vous faites le fou avec vos enfants, enfin peu importe, chacun trouve son... Et les enfants adorent courir dans tous les sens et crier parce que eux ils se bloquent pas comme nous les adultes. Donc eux il y a pas cette barrière de oulala. En fait on cumule le stress parce que on ne sait pas évacuer comme les enfants évacuent. On s'est bloqué de tout ça. Donc on n'en est pas conscient. Et ben j'espère qu'avec avec toutes ces informations sur le stress, vous en aurez appris beaucoup. Moi, j'en ai certainement appris. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Pour toutes ces informations. Si ça vous intéresse plus en détail que ce qu'on a fait aujourd'hui, je vous mets toutes les informations de Sophie dans la description. Et puis, voilà, vous pouvez la contacter. Vous avez vu, elle est plutôt sympa. Merci, je vous accueillerai avec plaisir. Et puis, on vous souhaite bon café, bon après-midi, bon appétit. Ça dépend quel moment de la journée vous êtes. Et apprenez à respirer et à souffler. Et pas régulièrement. Ça, c'est pas de la respiration. Non. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.